Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va essayer de présenter la stratégie du groupe Lego. Alors, pourquoi j'ai décidé de porter ce cours en vidéo puisque généralement c'est un cours que je donne auprès d'étudiants sur les matières marketing et communication, puisque j'interviens en école supérieure. En fait, pour être très transparent avec vous, je suis tombé sur un tweet qui était un petit peu taquin, on va dire, à l'égard de la stratégie du groupe. Et ça m'a donné envie justement de pouvoir proposer ce contenu de façon la plus naturelle possible, parce que je vais essayer d'être un peu plus court que pendant les sessions de cours qui sont parfois très longues, afin de rester quand même assez digeste dans le format de la vidéo. Maintenant, pourquoi je propose ce contenu auprès d'étudiants généralement ? Parce que je trouve que la stratégie du groupe en fait est extrêmement intéressante à étudier, de par le fait que Lego est une entreprise qui a réussi à s'adapter à l'ère du temps parfaitement, et qu'il ne faut pas sous-estimer qu'aujourd'hui, dans ce qu'un enfant, entre guillemets, peut choisir comme jeu, comme jouet par exemple, on va dire qu'il y a une diversité qui est quand même beaucoup plus prononcée que par le passé, et puis surtout, il ne faut pas sous-estimer on va dire, l'impact que peuvent avoir aussi les jeux vidéo, parce que je pense qu'on joue de plus en plus tôt, et qu'il y a aussi de plus en plus de jeux, de consoles, de sources en fait, de divertissement potentiel. Donc finalement, moi quand je me penche sur le groupe Lego, et quand je réfléchis, on va dire, sur la direction qui a été prise par cette entreprise, j'ai l'impression qu'elle est plutôt viable, parce que finalement c'est peut-être une entreprise qui aurait pu disparaître à un moment donné, ou en tout cas avoir moins de rayonnance, et sur cet aspect-là, on pourrait par exemple penser à son principal concurrent, Playmobil, qui finalement, je pense, a raté le coche à un moment donné, et qui a une forme de rayonnance qui est quand même beaucoup moins prononcée que par le passé. Effectivement, quand on parle de Lego, et c'est ce qui est mis généralement en avant par les gens qui critiquent un peu cette stratégie, c'est le travail avec les licences, parce que comme on va pouvoir le voir au fil de cette vidéo, Lego travaille avec beaucoup de licences, de par le fait que ça t'apporte une puissance de communication, on va dire, qui est énorme. Quand tu travailles avec Star Wars, avec Batman, avec Marvel, ici avec Ayrton Senna, où je vais avancer un petit peu le canevas, avec Pixar, avec les Simpsons, ou encore avec certaines licences que vous pouvez voir à l'écran, bien évidemment que ça t'apporte une force de communication supplémentaire, et puis ça te permet aussi de toucher à un business qui est très important aujourd'hui, c'est le business de la nostalgie. Moi, je vais vous le dire en toute transparence au départ de la vidéo, comme ça vous pourrez vous moquer de moi avec véhémence. Moi, je me considère un peu comme un pigeon du marketing, c'est-à-dire que ce business de la nostalgie, je ne vais pas dire que peu importe le prix des sets, parce qu'on verra aussi que les prix ont parfois enflé, on va dire, je peux être happé, on va dire, par l'envie d'acheter des sets de Batman des années 90, 2000, des sets sur Shrek, sur justement les Marvel que j'ai regardé quand j'étais un peu plus jeune. Donc effectivement, ce business-là fonctionne. Mais pour autant, la grande force de Lego, à mon sens en tout cas, c'est que justement aujourd'hui, en fait, il n'y a plus vraiment de cœur de cible. Effectivement, Lego, au départ, est une entreprise qui vend des jouets à destination d'un jeune public. Mais la grande force aujourd'hui de l'entreprise, c'est qu'en fait, elle arrive à parler à toutes les générations, sans pour autant délaisser le jeune public, à mon sens. Je me permets de préciser également que vous avez beaucoup de références qui sont dispersées sur le canevas. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, vous avez 2 articles qui sont référencés, qui peuvent vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire à la suite de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Lego, au départ, effectivement, c'est une entreprise qui va proposer des jouets pour le jeune public. Mais en fait, à un moment donné, ils sont un petit peu perdus aussi, justement, avec la licence Star Wars, justement, où je pense qu'ils avaient sous-estimé un peu le fait que le monde évolue très très vite. C'est-à-dire qu'on peut se tourner vers Star Wars à un moment donné, mais 2 ans ou 3 ans après, par exemple, vous avez le Seigneur des Anneaux à cette époque, vous avez Harry Potter qui va sortir, et vous avez plein de grandes licences qui en fait vont monopoliser un petit peu je ne vais pas dire l'actualité, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir, et que si vous êtes juste à produire du Star Wars, des jeux vidéo sur Star Wars, etc., c'est bien, mais vous ratez un peu le coche en fait de cette évolution permanente il y a un nouveau film qui sort, il y a un nouveau jeu vidéo qui sort, etc. Donc au départ, Lego va effectivement se tourner vers le business des licences, mais finalement va plutôt perdre en identité et va se retrouver proche de la faillite. Et on va voir qu'il va y avoir une redirection de la stratégie qui en fait sert aujourd'hui à parler justement à toutes les générations. Alors je vous ai mis quelques chiffres.
je vous rappelle effectivement que vous pouvez mettre pause pour pouvoir consommer le Canva avec plus de temps si vous le désirez. Analyse de la stratégie marketing Lego, les clés du succès, je vous le conseille très clairement parce que c'est un article qui reprend des chiffres qui sont très importants. Moi, je vais me permettre surtout de revenir sur le 50% de part du catalogue Lego renouvelé chaque année, à un niveau très supérieur à la moyenne du secteur du jouet. C'est absolument énorme. 30% des ventes Lego réalisées auprès des adultes, donc c'est vrai que c'est beaucoup, mais s'il y a 30% des parts qui sont réalisées auprès des adultes, il ne faut pas sous-estimer qu'il y a 70% quand même et que donc forcément il y a quand même des jouets qui sont vendus auprès des enfants. 30% des parts du chiffre d'affaires généré par les licences, c'est vrai que c'est un chiffre qui est important et qui à mon avis va continuer à grossir à partir du moment où Lego rentre de plus en plus de licences. Mais comme on va le voir au fil de la vidéo, c'est pas pour autant que entre guillemets les enfants sont mis de côté. Et c'est plutôt une proposition complète en fait aujourd'hui qui est disponible chez Lego. Donc je me permets de citer bénéfice record pour Lego, comment une entreprise familiale danoise a conquis la planète. Très bon article disponible chez BFM, RMC, mais moi je vais vous conseiller surtout celui qui a été produit chez l'Express, qui je crois est consommable uniquement après paiement, mais en tout cas qui est très complet et qui permet de voir comment justement Lego est revenu un petit peu des enfers quelque part. Et après, moi, je vais essayer de vous le présenter à ma manière et au mieux que je le peux. Je lis le boom des kidultes quand les grands font exploser le marché du jouet. En 2025, le jouet a enregistré sa meilleure année depuis 25 ans. Et on lit sur la droite plus 35% de jeux de construction. Effectivement, donc c'est une des critiques qui a été faite sur le tweet que je vous mettrai en commentaire, de dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous allez sur le site de Lego, vous n'avez plus vraiment de jouets pour les enfants. Vous avez vraiment selon la personne qui a posté ce tweet, vous avez en fait que des licences qui sont à destination des adultes. Parce que aussi, en fait, il faut comprendre un truc très simple, qui je pense est assez connu, on va dire, c'est que plus il y a de pièces dans un set, plus le set est conséquent, et bien forcément, plus le prix va être important. Mais pour autant, je martèle ce point-là, cela n'empêche que Lego continue de parler au jeune public et le fait même en partenariat avec la Formule 1, comme on va pouvoir le voir juste après. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le site de Lego, vous avez une proposition qui est beaucoup plus complète que par le passé. C'est ce que nous, on va essayer de voir ensemble en introduction directement. Donc, vous avez des licences. Effectivement, vous avez du One Piece, vous avez du Indiana Jones, vous avez du Jurassic Park, du Zelda, du Sonic, du Batman, etc., etc. De par le fait que ça permet d'avoir une puissance de communication qui est absolument énorme, et de par le fait que ça ouvre aussi un business de la nostalgie. Maintenant, est-ce que le fait de travailler avec une licence comme Batman, en fait, te fait t'orienter que vers un public de kidultes? Moi, je ne crois pas, et comme on va pouvoir le voir juste après, effectivement, quand par exemple Lego va travailler avec la licence Batman, en fait, vous avez des sets qui sont pour enfants, vous avez des sets qui sont pour adultes, et vous avez une variété qui est vraiment monstrueuse à destination d'un public toujours plus large. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, Lego a compris quelque chose aussi, c'est que on peut aussi devenir une sorte d'entreprise qui propose des sets avec une notion d'esthétisme qui est quand même assez prononcée, pour devenir aussi des éléments décoratifs dans cette optique de toucher un nouveau public. Donc vous avez les monuments historiques, donc vous les voyez à l'écran avec la Tour Eiffel, vous avez la pyramide de Gizeh, vous avez la Statue de la Liberté, vous avez le Titanic aussi sur la droite, vous avez effectivement Notre-Dame de Paris qui est disponible. Je précise aussi que ça, c'est peut-être un aspect moi, qui me gênera un peu plus que le côté Lego aujourd'hui parle à plein de générations différentes. J'aurais tendance à dire que quand on produit un monument en rapport avec une religion, je trouve ça un petit peu étrange de dénaturer ce monument pour plaire en fait à un public encore plus large. Ça, je trouve que c'est très insultant par rapport à une forme d'histoire. Et puis par rapport aussi, entre guillemets, au monument en question, mais on peut voir effectivement que le Real Madrid l'avait fait aussi, où pour aller en quête de nouveaux sponsors, ils avaient retiré la croix présente sur leur logo. Pour ce qui va nous intéresser, effectivement, vous avez donc des gammes qui deviennent des éléments décoratifs, donc je vais passer les photos parce qu'effectivement, il y en a beaucoup, des sets avec beaucoup de pièces,
mais qui pour le coup sont vraiment jolis, en tout cas à mon sens, et qui peuvent vraiment devenir des éléments décoratifs. Vous avez cette possibilité aussi où Lego est très content d'avoir de la communication quand le ministère danois des Affaires étrangères va offrir à son homologue égyptien le set de la pyramide de Gizeh, qui montre bien qu'aujourd'hui, Lego n'est plus une entreprise qui parle uniquement aux enfants, mais à un public toujours plus large. Donc j'avance un petit peu sur les monuments pour ceux qui ne sont pas très à jour sur ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez Lego, mais effectivement, comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, là on est sur des sets qui ont vocation à devenir des éléments décoratifs avec de plus en plus de pièces. Dans certains cas, ça peut monter extrêmement haut. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi un plaisir de la construction qui est recherché par certains constructeurs, on va dire, ou tout simplement certains consommateurs de Lego? Moi, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a aussi cette recherche d'esthétisme du produit, même si pour le coup, moi, je trouve pas le fait d'avoir une tour Eiffel de, je sais pas, la taille exacte qu'elle fait, mais je ne trouve pas ça extrêmement joli. Mais en tout cas, je peux comprendre qu'il y a un plaisir de la construction à travers un set qui contient beaucoup de pièces, on va dire. Vous avez le Titanic, vous avez effectivement les partenariats qui vont être faits avec la NASA, et ça, je pense que c'est très très malin de la part de Lego, parce que les grands passionnés de l'espace et des conquêtes spatiales sont très nombreux, et je pense que c'est très intelligent de se tourner vers ce milieu-là également. Vous avez bien évidemment, donc, comme on l'a vu un petit peu avant, tout ce qui va être autour des architectures, les monuments, la ville de Paris, la Statue de la Liberté, et finalement une ouverture progressive vers le monde de l'art, en fait, qui permet à Lego d'obtenir une crédibilité supplémentaire, comme on va le voir juste après, notamment avec notre ami Van Gogh, où là, très clairement, on est dans un set qui devient un élément décoratif. Maintenant, moi, ça ne me gêne pas de voir ça chez Lego, à partir du moment où il existe encore une proposition pour les enfants. Je trouve que, pour le coup, moi, mon frère est peintre, et pour le coup, son peintre préféré est Vincent Van Gogh. Je pense que c'est un cadeau merveilleux à lui offrir, et il y a plein de personnes à qui on pourrait offrir ce set-là, qui au départ n'ont pas vocation à construire des Lego, mais qui vont construire ce set pour pouvoir l'afficher chez eux, pardon. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Quand je parle de crédibilité, vous le voyez également avec Léonard de Vinci et la Joconde, quand je parle de crédibilité, c'est que ça permet en fait à Lego d'avoir une rayonnance supplémentaire, et c'est surtout la volonté de l'entreprise qui a toujours voulu être un peu plus qu'un simple jeu de construction. Quand je parle de crédibilité surtout, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez par exemple au musée Van Gogh à Amsterdam, vous avez ces fameux sets qui sont exposés à côté des peintures de Vincent Van Gogh. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant en termes de crédibilité, effectivement, pour l'entreprise, mais aussi pour faire découvrir l'art. C'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin Lego aujourd'hui, vous pouvez découvrir Vincent Van Gogh, et tout le monde n'a pas les moyens d'aller au musée, tout le monde ne pense pas forcément aller au musée aujourd'hui, malheureusement, et ça peut être un moyen aussi de découvrir une forme d'art progressivement, et d'afficher chez soi un tableau de Vincent Van Gogh, et puis quelque part le coût est un petit peu moins cher qu'une reproduction d'un tableau de notre ami Van Gogh. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant, et ça apporte une forme de crédibilité supplémentaire auprès de l'entreprise, et une ouverture vers un milieu qui est tout à fait noble, puisqu'on parle ici d'un milieu artistique. Vous avez effectivement les répliques de Van Gogh, vous en avez sur Monet, et on comprend très bien que la vocation de Lego aujourd'hui, c'est de ne plus se limiter à un simple jeu de construction. Maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il faut avoir une grande détermination, une grande motivation pour aller construire des sets de cette taille-là. Une des gammes qui marche le plus et qui cartonne très clairement chez Lego, et moi je la compare souvent, sans que ça soit péjoratif, à la série Drive to Survive qui a été produite chez Netflix sur la Formule 1. Quand je dis que c'est pas péjoratif, c'est que cette gamme-là, elle a vocation à toucher un public féminin. Il faut être très clair sur le sujet. Ça peut être un cadeau qu'on peut faire, de par le fait que, entre guillemets, vous offrez des fleurs qui n'ont pas besoin d'être arrosées et qui ne vont pas être jetées à la fin. Et surtout, ça peut être un très beau cadeau. Moi, quand je vous disais au début de la vidéo, moi je suis un petit peu le pigeon du marketing, et ça c'est un cadeau que j'ai fait à ma mère par exemple. Et elle était très contente de passer un petit temps à construire son petit bonsaï, de l'afficher ensuite, de changer les feuilles vertes en feuilles roses, etc. etc. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui Lego propose ce type de produit qui vont délaisser un autre public. En fait, ça leur permet juste de toucher un public supplémentaire,
Et dans un univers capitaliste, de rentrer beaucoup, beaucoup d'argent dans les caisses, puisque c'est un des plus gros succès présents chez Lego. Ça permet aussi de faire des sets un petit peu fun. Moi, quand on me dit que Lego parle plus aux enfants, ça, je pense que vous l'offrez à un enfant. Alors certes, c'est pas le set le plus difficile à construire, mais c'est plutôt marrant et ça permet d'avoir un petit élément de décoration ensuite. Effectivement, vous avez ce qui va être un peu plus à destination des adultes, voire carrément plus à destination des adultes, parce que là, la difficulté de construction est un petit peu plus prononcée, avec les gammes techniques qui vont servir à mettre en avant effectivement la Formule 1. Mais la Formule 1, on va revenir après dessus, puisque c'est un des principaux focus justement de Lego aujourd'hui. Vous avez des voitures McLaren, des voitures de sport, où là, effectivement, je peux entendre que les sets sont chers, parce que c'est le cas, que les sets sont parfois, entre guillemets, un peu simplifiant au niveau des pièces, c'est-à-dire que vous avez des gros blocs de pièces alors que par le passé vous aviez surtout des petites pièces. Ça effectivement je peux l'entendre aussi, mais moi je suis très content entre guillemets de pouvoir voir des gammes qui ouvrent aussi l'introduction du milieu du sport, comme on va pouvoir le voir après, chez Lego. Donc vous avez ce type de set là, vous avez encore une fois ce qui va être produit en partenariat avec la NASA dans les gammes techniques, où là comme vous, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, au regard de la taille du set, c'est clairement un élément décoratif. Et pour quelqu'un qui est passionné des conquêtes spatiales, je pense que c'est un très beau cadeau et que si vous lui offrez ce set-là, ça sera une personne qui sera très contente de le construire ensuite et de pouvoir l'afficher. Vous avez effectivement, historiquement, les camions chez Lego, c'est quelque chose quand même très connu. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, on va travailler avec Volvo pour produire ce type de set. Vous avez ce que vous pouvez trouver justement en rapport avec le monde du sport. Mais là, j'aurais tendance à dire que si vous voulez parler à un jeune public, c'était peut-être pas la meilleure opération à faire parce que c'est des sets qui sont assez difficiles à construire pour un jeune public, il faut être assez clair sur le sujet, et qui sont quelque part ne collent pas à l'ère du temps. Moi, je peux entendre effectivement qu'on a une évolution de la génération avec un taux de concentration qui est un peu plus bas, et qui quelque part peut déconnecter à un certain moment quand les sets sont très longs à construire. Ça, je peux le comprendre et je peux l'entendre. Et on verra après justement que Lego, pour parler aux jeunes générations avec le monde du sport, a un petit peu délaissé les gros stades de foot de je ne sais combien de pièces pour se tourner vers des constructions qui sont un peu plus simples. Mais effectivement, pour des personnes, j'allais dire de mon âge, pour être un petit peu transparent avec vous, moi j'ai bientôt 40 ans, donc je suis encore jeune, mais je suis plus si jeune que ça. Bon, moi ça me parle, c'est-à-dire que vous me produisez un set par exemple sur le Parc des Princes étant supporter du PSG, bon, il est fort possible que j'aille le chercher, mais par contre, je n'irai pas l'offrir à un gamin de 8, 9, 10, 11 ou 12 ans parce qu'il y a beaucoup de pièces. Je pense que c'est assez difficile à construire et je pense qu'il y aura mieux à faire en termes de cadeaux. Pour y venir sur le monde de la Formule 1, et c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, il y a un intérêt commun entre la Formule 1 et Lego à parler aux jeunes générations, c'est que pour être très clair, historiquement, la Formule 1, c'est pas un sport de jeunes. C'est plutôt un sport de papa. Je ne vais pas dire que c'est un sport de niche, c'est pas vraiment le cas, mais c'est clairement pas un sport de jeunes. Je lis à l'écran, la Formule 1 annonce un partenariat pluriannuel avec Lego, visé à un public plus large. Effectivement, quand on regarde les sets qui ont été produits à la suite de ce partenariat, on comprend exactement comment veut travailler Lego. C'est-à-dire qu'il va y avoir des sets qui vont être produits à destination du jeune public et c'est très bien marketé sur le site. Je pense qu'on voit tout de suite les photos avec un jeune public. Mais en plus de ces sets, vous allez avoir un business de la nostalgie qu'on va voir juste après, qui sert à toucher un autre public. C'est-à-dire que le set de Michael Schumacher dans les années 90, le set de Ayrton Senna, effectivement, ça va moins parler aux jeunes, mais ça va parler à un public de nostalgique de cette époque. Et encore que moi, j'aurais tendance à dire que pour quelqu'un qui veut apporter de la culture à ses enfants, je ne trouverais pas ça déconnant d'offrir un set Ayrton Senna à son fils ou à sa fille pour lui permettre de découvrir une part d'histoire et lui apprendre des choses. Si le but, c'est à chaque fois offrir à ses enfants des sets qui sont très simples à construire, mais qui en fait ne racontent rien, c'est un choix. Mais moi, je peux aussi comprendre que des parents vont offrir des sets, justement, Ayrton Senna ou Michael Schumacher, pour dire à leur enfant, par exemple, tiens, moi, c'est le pilote que j'ai soutenu à une certaine époque. Et j'espère, en tout cas, qu'il y a aussi cette forme de cadeau qui existe, où on cherche à transmettre un peu une sorte d'héritage culturel en plus.
Récemment, vous avez eu les casques aussi qui ont été produits, donc casque à l'effigie de Lewis Hamilton, casque à l'effigie de Charles Leclerc. Et ça, je trouve que c'est très malin, parce que pour le coup, vous offrez un casque de Formule 1 à un fan justement de la discipline. Je pense que c'est un cadeau qui fait mouche très clairement. Et on sort du registre très connu de la voiture à construire, etc. etc. Donc il y a un aspect un petit peu novateur aussi, je trouve, qui est très malin et qui apporte un aspect justement cadeau supplémentaire pour les fans de Formule 1. Maintenant, en fait, quand je parlais de cet intérêt commun entre Lego et le monde de la Formule 1, aujourd'hui, la Formule 1 donc, a compris que le sport, entre guillemets, avait besoin être exposé dans d'autres phase de communication que la compétition. On l'a vu avec Drive to Survive. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, mais c'est des gains de consommateurs de Formule 1 qui sont monstrueux, notamment un nouveau public féminin qui est venu se greffer auprès de la discipline. Et en fait, la Formule 1 et Lego essayent de capitaliser sur ce nouveau public en produisant donc des sets à destination du jeune public et en faisant beaucoup de communication autour du monde de la Formule 1. Donc vous avez eu ce trailer qui a été produit en amont de la saison 2026 que je vous invite à aller chercher sur YouTube. Vous tapez trailer saison Formule 1 Lego et vous tomberez dessus et vous verrez que en plus de produire des sets de qualité et toujours dans une quête de variété la plus prononcée possible, on sait aussi faire du storytelling à haute échelle, on va dire. Il y a aussi ce positionnement durant les événements physiques qui est très intéressant. Donc je lis. Les pilotes s'éclatent dans des Formule 1 en Lego de la parade à Miami. Effectivement, les pilotes s'éclatent. Bon, là, c'est clair qu'en termes d'exposition mondiale, la Formule 1 est un des business les plus importants dans le sport, si ce n'est le plus important. Donc c'est très malin de s'adosser au monde de la Formule 1 pour faire connaître sa marque auprès d'un nouveau public et puis surtout pour rejoindre le monde du sport, puisqu'on va le voir après, c'est un des focus les plus importants aujourd'hui chez Lego. Donc j'avance un petit peu les photos. Je me permets de vous préciser aussi que mon état de santé n'est pas le plus positif possible, donc si vous m'entendez tousser, je m'excuse en même temps et je vais essayer de tenir jusqu'au bout de la vidéo. Mais on voit très clairement que les sets sont immenses. Je me demande combien de temps il a fallu pour les construire et surtout comment ça a été construit. Mais effectivement, c'est des photos et c'est du contenu qui devient viral très rapidement parce que les pilotes passent un bon moment. Les photos sont plutôt fun et ça permet d'avoir une grosse exposition médiatique. Maintenant, là où Lego va être assez malin aussi, c'est qu'ils ne vont pas juste avoir ce positionnement en physique, on va faire les voitures, on va faire les trophées en Lego aussi, qu'on va permettre aux pilotes de pouvoir porter à la suite de leur victoire durant les Grands Prix. On va utiliser aussi cette gamme botanique et cette gamme florale qu'on va remettre dans les mains des pilotes avec les bouquets de fleurs. Et je trouve que c'est très malin parce que ça permet d'utiliser en fait des ressources qui sont très simples en interne pour faire de la communication à haute échelle parce que c'est du contenu qui devient viral extrêmement rapidement. Quand je vous disais qu'il y avait un public féminin qui était venu se greffer au sein de la Formule 1, merci de Drive to Survive. Et puis surtout, on voit aujourd'hui avec certaines marques qui rejoignent progressivement le milieu de la Formule 1 qu'effectivement il y a eu bien un nouvel attrait féminin et c'est tant mieux. Moi je trouve que c'est intéressant que la Formule 1 entre guillemets s'ouvre à un nouveau public et que ça ne se cantonne pas à être un sport qui est historiquement été un sport de papa, un sport de riche. Ça, je pense que malheureusement ça va continuer et surtout un sport exclusivement masculin, on va dire. Vous avez encore une fois l'utilisation des ressources où on va utiliser les pilotes entre guillemets qui participent à la F1 Academy pour faire la promotion des gammes Lego. Donc ici, vous avez un set à l'effigie de cette pilote à qui on envoie un tableau et on fait des publications ensuite sur les réseaux sociaux qui vont devenir virales. Donc là, on est sur le terrain du marketing et de la communication et très clairement, Lego se positionne très très bien. Quand vous avez Max Verstappen dans une voiture avec Lando Norris qui fait cette tête-là, je vous assure que les publications deviennent très virales. Maintenant, la vocation pour le monde de la Formule 1 de parler aux nouvelles générations, c'est pas forcément si récent parce que là vous l'avez avec Renault à l'époque avec Éric Boulier notamment. Il y a déjà eu un partenariat avec Disney pour essayer de toucher les nouvelles générations. On l'a revu récemment avec Mickey et Minnie qui donc se baladent durant les Grands Prix
pour essayer de parler donc aux nouvelles générations et à un jeune public. Et je trouve que c'est intéressant parce que donc effectivement il n'y a pas beaucoup de jeunes qui consomment de la Formule 1 et ça pourrait être sympathique au fil du temps que ça soit le cas. Moi j'adorerais que mon fils soit un fan de Formule 1 et je ne chercherais pas forcément à le convertir de moi-même, mais si c'est Mickey et Minnie qui arrivent pour moi, eh bien tant mieux, je serais content. Donc quand je me permets de citer Sébastien Rimac, la Formule 1 c'était un sport de papa jusqu'à ce qu'il devienne stylé, je suis plutôt d'accord avec ça, même si pour le coup moi je suis un grand fan de Formule 1 et donc j'ai toujours trouvé ce sport stylé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un sport qui est quand même beaucoup plus bankable. Quand je dis que la Formule 1 a vraiment vocation à se diriger vers les nouvelles générations, on le voit avec Lego, on le voit avec Disney, on l'a vu avec Fortnite également, et on comprend bien l'intérêt pour ce sport de parler à un public de plus en plus large. On l'a vu avec Canal+ également, mais nous, on va revenir sur le terrain des Lego. Vous avez aussi ce positionnement qui est très malin. Lego est positionné donc dans le monde de la Formule 1. Vous avez des sets techniques également à l'effigie du sport automobile. Donc quoi de mieux que d'aller se positionner auprès du GP Explorer qui finalement est en corrélation avec ce monde du sport automobile et qui permet à Lego d'avoir une phase de communication extrêmement importante, puisque quand vous avez quasiment tous les plus gros influenceurs français au même endroit, au même moment, je pense à Squeezie, à Amine, à Magla, j'en passe et des meilleurs, et effectivement ça permet d'avoir une grosse phase de communication, et on voit que ça a très très bien marché pour Lego. Vous voyez en bas à droite qu'on ne se limite pas à participer au GP Explorer. Moi c'est ce que j'apprécie dans la stratégie du groupe, c'est que c'est toujours très complet. Donc là vous allez avoir les trophées qui sont produits en Lego. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, effectivement, il y avait déjà beaucoup de monde. Et surtout, dans les marques les plus citées, Lego arrive dans le top 3. Ce qui fait que, effectivement, c'est un grand succès en termes de communication et en termes de marketing pour l'entreprise. Je lis hausse des budgets et professionnalisation, investir dans des influenceurs authentiques, le nouveau filon des marques pour gagner en notoriété et générer des ventes. Bon, ça, je pense que c'est connu à peu près de tous et que Lego, effectivement, a aussi compris ce volet-là. On voit aussi qu'ils envoient des fois des sets à des créateurs de contenu qui ensuite vont les construire en live. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa et c'est plutôt malin. Vous avez eu la sortie du film Formule 1 avec Brad Pitt. Qu'est-ce que va faire Lego juste après ? Effectivement, ça travaille quasiment tout le temps avec les licences du moment et les licences actuelles, on va dire. Donc on va produire une voiture à l'effigie du film tout simplement, et c'est plutôt malin. Après, est-ce que ça marche véritablement ? Je sais pas, j'ai pas les chiffres de vente de tous les sets en question, mais je trouve que c'est plutôt malin de le faire. Maintenant, quand on dit que Lego continue à parler auprès du jeune public, vous l'avez également avec les sets Lego Éducation, qui sont une tentative de proposer des sets un peu scientifiques pour le jeune public, pour découvrir comment je pourrais vous le résumer, des questions auxquelles les parents ne répondent pas, comment on a marché sur Mars, etc. Quel est le vaisseau qui a été sur Mars. Pour l'instant, il n'y a que 4 sets qui ont été produits. Et on verra au fil du temps ce qui sera produit dans cette gamme-là. Mais je trouve que c'est plutôt malin justement de proposer quelque chose auprès du milieu de l'éducation, toujours dans cette notion de vouloir élever intellectuellement les gens, puisqu'on verra que c'est un des aspects les plus importants chez Lego aujourd'hui. Il y a certes cet aspect de construction, mais de rendre un peu plus créatif, un peu plus intelligent les consommateurs de Lego. Ce qui est très 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 bien fait par l'entreprise, c'est cette gamme-là, aussi la gamme Lego Ideas, qui est en fait à mon sens la meilleure façon de pouvoir engager sa communauté. Vous avez la possibilité de déposer des propositions de sets, la communauté ensuite va voter et vous allez avoir une production en fait des sets qui sont les plus sélectionnés justement par la communauté. Et là effectivement on voit qu'il y a toujours cette notion de licence qui est présente. Vous avez le taxi du 5e élément, vous avez du Pirate des Caraïbes, vous avez du Jumanji, vous avez ici du Dragon Ball Z, et au final vous avez plein de licences qui sont proposées par la communauté et qui ensuite peuvent devenir des sets réels et qui seront produits. Et ça, je trouve que c'est la meilleure façon d'engager sa communauté, puisqu'il y a une véritable concrétisation, on va dire, dans la proposition. Et pour le coup, c'est là qu'on voit que la communauté Lego, et en tout cas les grands aficionados de Lego,
il y a quand même de la qualité, il y a quand même de la créativité au sein de ces personnes-là, puisque les sets sont très jolis. En tout cas, moi, je trouve. Je pense notamment à la référence mexicaine sur la droite que je trouve absolument magnifique, ou alors sur le monde asiatique un petit peu plus haut. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'engager la communauté. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, l'étape suivante, la commercialisation, où il y a des sets aujourd'hui que vous pouvez retrouver en magasin qui sont en fait l'idée au départ d'un fan de Lego. Donc j'avance un petit peu les photos, mais vous voyez qu'il y a effectivement des licences qui sont disponibles. Donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous avez d'autres thèmes qui ne sont pas uniquement des licences, mais vous avez surtout des sets qui sont très jolis, qui effectivement comportent de plus en plus de pièces dans certains cas, et qui peuvent devenir de plus en plus onéreux. Donc ça, je peux comprendre que ça peut être un frein, mais comme on va le voir juste après, dans certains cas, et même dans la majorité des cas, Lego propose toujours plusieurs gammes différentes de prix, justement toujours dans cette notion de toucher un public plus large. C'est-à-dire que si vous proposez que des sets à 400 ou 500 euros, vous n'allez pas en vendre beaucoup en fait. Parce que je pense qu'on sait tous qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas 400, 500 ou parfois plus à mettre dans un set Lego. Donc bien évidemment que Lego fait attention au prix proposé sur ces sets. Donc j'avance un petit peu sur la gamme Lego i10, pardon, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. On propose des sets qui sont ensuite commercialisés. Surtout, vous avez cette exploitation-là, c'est-à-dire l'exploitation des licences. Donc c'est un des sujets qui apparemment peut fâcher un petit peu, parce que d'après certains, on ne retrouverait que des licences aujourd'hui chez Lego. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément un mal, parce que si vous utilisez des licences en fait, qui parlent au jeune public, et qui sont des dessins animés qui peuvent être consommés par les enfants, qui peuvent ensuite retrouver en set et construire, comme je pense ici par exemple à Pokémon, je trouve que c'est un aspect plutôt malin et ça peut permettre d'avoir des sets de qualité. Donc on va déblayer un petit peu ce qui est proposé aujourd'hui chez Lego et on va analyser ensuite, à partir de quelques licences, justement cette variété qui est disponible et qui fait que vous avez des sets à destination des adultes, mais aussi des enfants. Donc vous avez les sets Marvel, bien évidemment avec du Spider-Man, vous avez du Jurassic Park, vous avez le grand T-Rex qui là pour le coup... on va dire qu'il est un petit peu onéreux, mais quand vous êtes collectionneur et quand vous êtes un fan de la série, moi je peux tout à fait comprendre que vous ayez envie d'avoir ce set exposé chez vous. Et puis encore une fois, ne pas sous-estimer le plaisir de la construction pour le coup, et le set est vraiment joli. Donc moi je peux tout à fait comprendre que des gens se procurent ce genre de set. Pour le petit aparté sur Jurassic Park, comme je vous le dis, moi je donne des cours normalement en marketing, communication, business du sport, etc., etc. Donc j'essaye d'être le plus complet possible. Je vous conseille d'aller regarder cette petite publicité qui avait été produite durant le Super Bowl sur le thème de Jurassic Park par Xfinity, qui est très très sympa et qui montre qu'on peut remettre au goût du jour des références du passé quand on est assez malin et assez créatif, on va dire. Et effectivement, pour parler au jeune public, quoi de mieux qu'utiliser les références Disney. Et là, effectivement, je vous conseille d'aller voir sur le site de vous-même, mais Disney était une des licences les plus utilisées, parce que quand vous travaillez avec Disney, bien évidemment, vous avez accès à beaucoup de films, beaucoup de références différentes. Surtout, on peut rebondir sur les films qui sont projetés au cinéma. Donc vous avez une sortie de Lilo et Stitch au cinéma, eh bien on va faire un set sur Lilo et Stitch. Et là, je pense que ça parle très clairement à un jeune public, très clairement. Vous l'avez aussi sur Dragon. Dragon, c'est un film jeune public. On va produire un set sur le thème de Dragon, qui est plutôt sympa et qui est clairement à destination du jeune public ici. Vous avez les Minions, vous avez du Harry Potter. On verra après sur Harry Potter que, pareil, vous avez plusieurs sets différents, ceux pour adultes, ceux pour enfants, et surtout avec des gammes de prix différentes. Le business de la nostalgie avec du Indiana Jones, je pense que pour ceux qui ont passé 30 ans, très clairement, ça peut être intéressant. Le Pirate des Caraïbes, un grand classique aussi. Vous avez le Fast and Furious. Alors, je vais être franc avec vous, c'est peut-être une des licences que j'attendais le moins chez Lego. Je ne sais pas si c'est une licence qui se vend très bien, mais pour le coup, elle existe. Et nous, on arrive justement donc à Batman, qui est, à mon sens, la licence qui image le mieux justement cette diversité qui est présente chez Lego. C'est-à-dire que Batman, c'est un univers qui est large. Vous avez les films, vous avez les vieux dessins animés, vous avez les Christopher Nolan pour la trilogie, pas forcément la plus récente, parce qu'il y a eu les films avec Robert Pattinson, mais
vous avez compris où je voulais en venir, avec une grande diversité dans les films. Vous avez surtout le film Lego Batman qui était sorti et qui a été un grand carton, comme vous allez pouvoir le voir après sur les notations. Vous pouvez lire juste en bas à droite les compliments qui ont été faits par Forbes notamment. Mais pour le coup, ce qui est très très bien fait justement avec la licence Batman, c'est ce business de la nostalgie, où donc on va ressortir les premières Batmobiles de 1966 pour parler justement assez kidulte. Mais en fait, on va être toujours dans une proposition où vous allez avoir, par exemple, pour le coup, pour la Batmobile, vous allez avoir le petit format de la Batmobile qui va se situer généralement entre 20, 30, 40 euros. Un format un peu plus grand qui va se situer entre 80 et 90 euros. Et ensuite, le très gros format qui va coûter parfois plus de 200 euros. Ce qui fait que vous avez plusieurs tranches de prix différentes. Vous avez plusieurs univers qui est différent, c'est-à-dire les vieux Batman pour parler aux plus anciens. Donc par exemple le Batman Forever qui est pas forcément le meilleur de la série, mais qui va parler, on va dire, à ceux qui sont nés dans les années 80-90. C'est un film des années 2000 de mémoire. Et vous allez avoir effectivement ce qui va être plus récent avec les Batman de Christopher Nolan. Et encore une fois, dans une diversité totale, où vous allez avoir cette Batmobile-là à plus de 2000 pièces, donc un set qui va être assez cher, assez difficile à construire aussi. Mais vous allez retrouver la même Batmobile dans un set qui va être beaucoup moins cher et surtout plus facile à construire. Donc de mémoire, ce set-là, vous l'avez en 3 déclinaisons possibles, ce qui fait que, certes, je pourrais entendre que les films Batman, ça ne va pas forcément parler à un jeune public, mais encore une fois, moi, si je suis un papa qui veut faire un cadeau à mon enfant, bah, je peux très bien lui offrir la Batmobile en petite version pour lui expliquer que Batman est le meilleur super-héros et qu'il a intérêt à apprendre l'univers de notre ami le Chevalier Noir. Et donc, vous avez ce business de la nostalgie avec les vieux Batman, mais vous avez aussi ce business actuel où vous allez avoir la Batmobile en format technique, donc là pour les hardcore constructeurs, on va dire, et à la fois une déclinaison avec une petite Batmobile, plus à destination des enfants, donc moins cher aussi, à destination des petits porte-monnaies aussi quelque part, et à la fois une version intermédiaire, on va dire, qui va se situer plus dans les 80-90 euros de mémoire, et un petit peu plus difficile à construire. Donc autour de un produit, vous avez 3 versions différentes, avec 3 prix différents, et surtout donc une diversité dans l'univers qui est proposé, avec les premières Batmobiles, les Batmobiles un peu plus récentes et carrément la plus récente avec le Batman de Robert Pattinson. Vous allez aussi avoir aussi la production de Gotham City, qui est là un set qui est beaucoup plus grand, 4000 pièces. Mais là, très clairement, j'en reviens à cet aspect où Lego est une entreprise. C'est-à-dire que le but d'une entreprise, c'est quand même de faire du profit. Enfin, dans un univers capitaliste, je pense que c'est quand même la première problématique d'une grande entreprise. Donc il paraît à peu près logique qu'on essaye aussi de vendre des produits onéreux pour augmenter ses marges. Et ça me paraît tout à fait compréhensible. Et entre guillemets, si ces produits existent, c'est bien qu'il y a une demande et c'est qu'il y a bien des gens qui sont capables de les acheter. Moi, en totale sincérité avec vous, je n'irai pas mettre le prix qui est demandé pour un set comme ça. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui a les moyens aille se le procurer. Et à partir du moment où il y a une diversité qui existe, ça ne me gêne pas. C'est-à-dire que si, sur la licence Batman, qui pour le coup est mon dessin animé préféré, il n'y avait que ce set onéreux, bah, je serais frustré. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas. Et je peux me procurer des sets Lego Batman si je le désire, même en n'ayant pas les revenus de Yomi Denzel, par exemple. Donc j'avance un petit peu sur le thème de Batman, mais je pense que vous avez compris qu'on propose une totalité au niveau univers, avec des vieux produits, des produits plus récents, et surtout des gammes de prix qui sont différentes, ce qui me fait dire que on peut parler à un jeune public malgré tout, puisque les sets sont pas forcément si difficiles à construire que ça, et je pense que Batman, c'est quand même une référence qui peut aussi parler auprès du jeune public. Vous avez aussi ce qui va être fait avec Marvel, qui est un peu plus poussé encore que chez Batman. Je pense que l'univers, bien évidemment, de Marvel est beaucoup plus large, où là, vous avez un peu l'apogée, on va dire, du Lego business, où vous avez la tour Marvel qui coûtait plus de 500 euros à sa sortie, où là, très clairement, il faut avoir les moyens de se la procurer, il faut avoir envie de la construire également. Mais tant que ça existe et qu'à côté, vous avez également une proposition qui est moins onéreuse et plus facile à construire et qui donc peut parler à un jeune public, moi, ça ne me gêne pas. Si ce n'était pas le cas, j'aurais tendance à dire que Lego est devenu une entreprise élitiste qui parle que à des fils de Crésus, etc., etc. Mais pour le coup, c'est absolument pas le cas.
Vous avez également ce rebond qui va toujours être fait sur l'actualité et sur les films. Et comme vous pouvez le voir en haut, le marketing des produits, c'est toujours avec des enfants. Donc, et je pense que les enfants, effectivement, peuvent consommer les 4 Fantastiques, peuvent consommer des Marvel, du Batman, etc. Moi, je ne sais pas dans quel monde vivent les gens qui critiquent cet aspect-là. Mais personnellement, quand j'étais enfant, je regardais Batman, je regardais du Marvel, etc., etc. Donc, j'avance un petit peu sur les photos pour que vous ayez un aperçu de à quoi ressemblent les gammes Marvel. Mais le meilleur, à mon avis, la meilleure représentation de ça, c'est Iron Man, où vous avez, alors j'ai pas pu mettre tous les sets Iron Man, parce que vous avez vraiment, je peux pas les compter non plus tellement il y en a, mais vous avez le buste Iron Man, vous avez des figurines de tailles différentes, vous avez le tableau Iron Man, vous avez le gant Iron Man, est-ce que vous aurez la serviette Iron Man, je ne le sais pas, mais en tout cas vous avez vraiment beaucoup de sets différents, où on voit qu'on cherche à parler auprès du jeune public. Par contre, ce qui va limite plus me gêner, c'est le set que vous voyez en haut à gauche, qui est, à mon sens, très simplifiant, où les blocs de construction sont très gros. Et je pense que là, on a vraiment simplifié la construction pour les enfants. Et peut-être que ça mériterait un peu plus de technicité dans l'aspect construction. Et ça je peux tout à fait l'entendre comme critique. Maintenant, la grande licence présente chez Lego, c'est Star Wars. Pourquoi Star Wars ? Parce que Star Wars, je pense que c'est clairement la meilleure licence aujourd'hui pour parler à toutes les générations. Si je ne me trompe pas, les premiers films sont de fin 1970, début des années 80, et vous avez encore des séries et des films qui sortent aujourd'hui, pas toujours malheureusement d'une grande qualité, mais en tout cas ça existe encore aujourd'hui, ce qui fait que Star Wars est une licence exceptionnelle en fait pour parler à toutes les générations. Maintenant, ici encore une fois, ça je peux l'entendre, on est dans l'aboutissement quelque part du Lego business où les sets par moment comportent beaucoup de pièces et donc forcément sont extrêmement chers. Mais là, j'aurais tendance à dire que dans ce cas-là, on parle surtout d'un public de collectionneurs et on sait que les collectionneurs de Star Wars existent très clairement. Donc je pense qu'on va plus se tourner vers ce public-là et que ça permet à Lego de rentrer pas mal d'argent dans les caisses sans pour autant, entre guillemets, se perdre en termes d'identité. Vous allez avoir des sets qui sont un petit peu moins onéreux, qui vont représenter des scènes de films, comme vous l'avez en bas à gauche. Mais encore une fois, on va conserver ce côté de proposer des très gros sets, comme l'étoile noire en haut à droite, aussi parce que ça permet de rapporter, à mon sens, en tout cas je pense, pas mal d'argent dans les caisses à partir du moment où les sets sont très chers. Et entre guillemets se vendre parce que sinon il n'existerait pas. Donc effectivement la gamme Star Wars est une des plus importantes dans l'histoire de Lego, mais ça je pense qu'on est tous au courant que entre guillemets Star Wars est surtout une des licences les plus importantes de l'histoire du cinéma. Et toujours dans cette volonté de proposer des gammes de prix différentes, le X-Wing, vous l'avez par exemple, le X-Wing c'est le vaisseau sur la gauche, vous l'avez en plusieurs déclinaisons de prix différentes. Moi par exemple j'ai 2 X-Wing, j'ai le petit format et le grand format. Ce qui fait que le petit format, je pourrais l'offrir à un enfant, pas très difficile à construire. Par contre, le grand format serait un petit peu plus difficile à construire, donc effectivement, je me tournerais plus vers un cadeau pour un adulte. Par contre, me dire que parce que Lego fait du Star Wars, il ne parle pas aux jeunes générations, encore une fois, moi, ça, je trouve pas que ça soit un argument valable. C'est-à-dire que quand vous voulez transmettre de la culture et quelque part acter une sorte d'héritage culturel, quoi de mieux que d'offrir un jeu de construction sur un thème justement Star Wars ou Batman comme on l'a vu auparavant, ou Harry Potter si vous le désirez, ou Le Seigneur des Anneaux, etc., à un enfant pour qu'il découvre justement l'histoire de Star Wars et qu'il ait envie de se plonger peut-être à la suite de la construction dans un film, dans une série, etc., etc. Moi, cet aspect de dire aujourd'hui il y a beaucoup de licences chez Lego, ce qui fait qu'en gros l'entreprise ne parle pas à un jeune public, à mon sens en tout cas, c'est pas du tout un argument valable. Donc je passe un petit peu sur les photos Star Wars, parce que si je vous mets, si je déblatère à chaque fois autant que je le fais en cours, nous allons avoir une vidéo qui dure 3 heures et ça sera pas forcément le plus digeste. Un des 7 les plus conséquents produits. Maintenant, là, quand je dis qu'on parle à un public de collectionneurs, alors ça reste mes goûts personnels, hein, et comme on dit souvent, les goûts et les couleurs, chacun ses envies, on va dire, à ce niveau-là. Mais là, très clairement, moi, je trouve pas ça très esthétique. Et je peux comprendre, par contre, que si on est un grand fan de la série Star Wars, on ait envie de se procurer ce thème de set. Mais il faut avoir envie de se les construire aussi, parce que ça, je pense, hein, en tout cas, parce que j'ai jamais poussé la construction d'un set comme celui-ci, à mon sens, ça doit être extrêmement répétitif, hein, très clairement. Ce qui est très très bien fait aujourd'hui par Lego aussi,
C'est une sorte de triangulaire en fait qui va s'organiser avec Netflix, où vous allez avoir une série ou un dessin animé ou un film, on va le voir juste après, qui sort sur Netflix, et ensuite on va produire des sets Lego à l'effigie de ce thème justement. Donc un des meilleurs exemples, vous l'avez ici avec la série Mercredi par le visionnaire Tim Burton, ou la série Cartoon sur Netflix. Et Netflix cherche aussi à faire de la diversification de revenus, et donc travaille avec Lego comme on le voit avec le milieu de la Formule 1, comme on l'a vu avec le milieu de la Formule 1 précédemment. Et ça, je trouve que c'est très très intelligent pour une entreprise comme Netflix qui donc, cherche à faire de la diversification de revenus. On le voit avec Lego, on le voit aussi avec l'ouverture récente des Netflix House, qui sont des sortes de petits parcs d'attractions, de petits parcs à thème où on vient et on peut faire des activités sur le thème du jeu en rapport avec l'univers des séries et des films présents dans le catalogue Netflix. Et je trouve que ça, c'est très très malin. Pour le coup, alors, moi je connais pas grand monde dans mon entourage qui est fan de Mercredi, mais ça peut finir en cadeau très clairement, et je pense que ça fera vraiment plaisir à la personne qui recevra le cadeau en question. Donc vous l'avez eu sur Mercredi, vous l'avez eu également chez One Piece. Et là, pour le coup, je pense que One Piece, c'est aussi une licence qui peut parler à un jeune public très clairement. Donc c'est très malin de le faire. Maintenant, là où je peux être un peu plus critique pour One Piece, c'est effectivement le prix des sets. Et je ne crois pas qu'ils aient encore produit malheureusement de sets vraiment avec cette déclinaison de prix, comme on pouvait le voir justement chez Batman et chez Iron Man, où là on est plus sur du gros bateau assez onéreux, et toujours marketé avec cette volonté de mettre les enfants en avant, où là c'est sûr que il faut avoir le porte-monnaie disponible, mais si vous l'avez et que vous offrez ça à votre enfant, je pense qu'il sera le plus heureux du monde, entre guillemets. Parce que bon, je crois que moi je suis plus de la génération Dragon Ball Z, mais je crois que One Piece ça fonctionne plutôt pas mal aujourd'hui quand même. Donc j'avance un petit peu sur les photos. Vous l'avez eu aussi avec Stranger Things. Alors nous on l'a pas eu en France, je crois même pas qu'on l'a eu en Europe. Mais effectivement, ça a cartonné, Toy of the Year en 2020. Pas trop surpris quand on voit la puissance de la licence. Vous avez aussi ce qui est fait avec les Looney Tunes. J'avance un petit peu les photos. Avec Peanuts, notre ami Peanuts, effectivement. Donc ça, c'est plutôt marrant. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt esthétique en tout cas. Vous avez ce qui est très très bien fait aussi avec l'univers de Pâques. Alors, je vous conseille d'aller écouter les spots vidéo publicitaires qui ont été faits, qui sont extrêmement marrants, qui là effectivement, je ne sais pas si c'est à destination du jeune public, mais je trouvais ça très sympa. Maintenant, vous avez ce business de la nostalgie qui est très important effectivement pour Lego. Donc moi, je mets en avant le fait que Lego continue à parler aux jeunes générations, parce que comme on dit 30% des ventes auprès des kidultes, ça veut bien dire qu'il reste quand même 70% quelque part. Donc bon, je pense qu'il y a quand même des enfants qui continuent à jouer au Lego. Mais il est vrai que le business de la nostalgie, c'est un business qui est très important. Donc on va utiliser le milieu des jeux vidéo principalement, également aussi pour parler auprès des nouvelles générations, comme on va pouvoir le voir après. Donc faire du Atari, faire de la Atari, pardon, faire du Pac-Man, faire du Sonic le Hérisson, c'est très malin. Et Sonic, vous l'avez en plein de déclinaisons différentes au niveau des prix, ce qui fait qu'encore une fois, ça peut être un cadeau. Maintenant, je vais avoir la même critique que pour Iron Man juste ici. C'est que si on regarde le set, par exemple, avec Knuckles en haut, donc Knuckles, c'est le personnage rouge, et si on regarde juste à droite, en fait, je trouve que les blocs en fait sont très gros, et je pense que ça c'est très très facile à construire, et même très rapide à construire, et que là par contre on aurait pu faire un petit peu mieux. Ça, je peux l'entendre très clairement. C'est une critique qui est tout à fait entendable, vraiment. Vous avez du Zelda, où là, je sais pas si c'est vraiment pour les nouvelles générations. Je suis pas très à la page de ce qui est fait auprès de Zelda aujourd'hui. Moi, je suis surtout resté sur Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64. Mais comme je vous l'ai dit à un moment donné, moi étant un pigeon du marketing, si vous me sortez donc des sets sur Zelda, ça m'intéresse. Et même s'ils sont un petit peu onéreux, je pourrais réfléchir avant de les acheter. Mais encore une fois, je trouve que c'est très malin de proposer ce type de jouet, entre guillemets, parce que ça permet justement de parler à un autre public. Et quoi de mieux qu'utiliser une référence comme Zelda justement pour aller toucher un nouveau public quand on connaît la taille de la licence. Vous avez ce qui est fait avec l'univers Mario, qui pour le coup là à mon sens est clairement un échec. Je pense que vous avez juste à regarder la tête de Mario sur la gauche pour comprendre qu'ils se sont un petit peu trompés pour le coup.
Est-ce que ça sera amélioré au fil du temps? Je l'espère en tout cas. Mais il y a des très très beaux sets, hein, dans la gamme Lego. Moi je trouve que la plante elle est plutôt sympa. Mais Mario, pour le coup, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a pris un grand coup de smash dans la tête et ils auraient pu le faire d'une meilleure qualité. Donc pareil pour Lego, vous avez une grande diversité avec plein de sets différents, des prix qui sont relativement abordables. Donc encore une fois, moi je trouve que c'est quand même à destination du jeune public. Vous avez effectivement The Big Bowser, où là, effectivement, le set est onéreux. Le set comporte pas mal de pièces, mais encore une fois, dans une logique capitaliste, de faire toujours plus d'argent, je peux comprendre que Lego fonctionne ainsi. Et j'ai envie de dire, pour les gens qui ont les moyens de s'acheter ça, tant mieux pour eux. Moi, je trouve qu'ils ont de la chance quelque part, parce que pour le coup, enfin, que quelqu'un vienne me dire que le Bowser, il n'est pas magnifique, sincèrement, moi, je le trouve absolument magnifique et je trouve que c'est très très bien réussi, à l'inverse de notre ami Mario. Par contre, Mario Kart revient, sort sur console. Plutôt malin de rebondir sur l'actualité, de faire un Mario qui pour le coup là est un petit peu plus esthétique. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un petit peu mieux à faire sur l'utilisation de la licence Mario. Vous avez ce qui va être fait justement à destination du jeune public. Parce que maintenant la question c'est de savoir aussi, si on se dit en fait il y a 20, 15, 20 ans Lego parlait d'une façon différente auprès de la jeune génération. Oui, mais c'est parce qu'il y a 15 ou 20 ans, en fait, peut-être que les enfants avaient d'autres attentes, en fait. Et qu'aujourd'hui, les jeunes, justement, jouent à Minecraft, jouent à Fortnite, jouent à d'autres jeux vidéo et ont envie de retrouver aussi ces licences en jeu. C'est là où, moi, je trouve que Lego a une capacité à s'adapter à l'ère du temps qui est plutôt intéressante. Donc, des sets sur Minecraft, qui, je crois, hein, sans trop m'avancer, est un jeu qui fonctionne plutôt bien auprès de la nouvelle génération. Sur le business des jeux vidéo, vous allez aussi avoir Overwatch. Malheureusement, on ne l'a pas eu, nous aussi, en Europe. Vous allez avoir du Horizon Adventures. On voit qu'il y a une grosse utilisation de l'univers des jeux vidéo. Et là, qui sont des sets, mais vraiment très beaux. Je trouve que c'est un très bel élément décoratif. Surtout que c'est un jeu qui est vraiment super à jouer. Donc je pense que ça a vraiment, vraiment trouvé son public sans trop m'avancer. J'avance un petit peu, mais vous avez compris que sur le business des jeux vidéo, sur l'utilisation des licences, effectivement, Lego est très présente. Maintenant, l'univers des jeux vidéo, Lego l'a toujours utilisé. Je vous l'avais dit au début de la vidéo, c'est là aussi ils sont un petit peu perdus à mon sens au départ avec des jeux Star Wars, pas toujours d'une grande qualité, etc., etc. Mais effectivement, ils sont toujours présents dans l'univers du jeu vidéo avec une proposition complète, on va dire, où vous avez justement un Batman qui va sortir bientôt. Et généralement, les Batman sont plutôt stylés à jouer, donc je trouve que c'est un bon positionnement et que c'est plutôt malin d'exister, on va dire, sur ce terrain-là. Où je vous rappelle que vous pouvez mettre pause à l'écran si vous le désirez. Vous avez, alors, le cours avait été préparé il y a quelques temps, il n'est pas forcément à jour peut-être sur la sortie des jeux, mais en tout cas, vous voyez que ça a toujours existé, ce business des jeux vidéo, et immédiatement avec des licences, on voit Star Wars dès 2005, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, etc., etc., etc. J'avance un petit peu et on arrive au gros client, on va dire, de la vidéo, qui est Fortnite, bien évidemment. Je crois que c'est connu de tous que Fortnite est un jeu qui marche plutôt fort auprès des nouvelles générations. Où effectivement, on va proposer des sets à l'effigie de Lego, à l'effigie de Fortnite, pardon. Mais là, moi, je trouve que ça a du sens, en fait. Moi, quand j'ai vu cette opération sortir, la première chose que je me suis dit, c'est Lego, c'est un jeu de construction, Fortnite, c'est un jeu de construction. Quelque part, il y a du sens à travailler ainsi. Et en fait, ce qui va être intéressant aussi, c'est que quand les deux entreprises en fait, se rejoignent, bah, en fait, les deux entreprises profitent des licences qui existent des deux côtés, en fait. C'est-à-dire que vous allez retrouver, par exemple, maintenant en jeu, Lego Star Wars, Lego Batman, etc., etc. Ce qui fait que, bon, je sais que Fortnite est un jeu qui est souvent critiqué, le mal, etc., etc. En fait, tous les jeux peuvent être critiquables à partir du moment où on y joue sans limite et sans une régulation de la part de ses parents, quelque part. Par contre, moi, ce qui m'intéresse dans Fortnite, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable bijou de culture, où justement, à partir du moment où ils profitent des licences qui sont présentes chez Lego, on peut découvrir Star Wars à travers Fortnite, on peut découvrir Batman à travers Fortnite. Certains me diront que je suis peut-être un peu trop candide, voire naïf, voire utopiste, mais en tout cas, moi, j'y crois et je donne quand même des cours. Cette année, j'ai quand même une trentaine de classes. Donc j'ai quand même des joueurs de Fortnite ou qui ont grandi un petit peu et qui m'ont confirmé un petit peu cet aspect où ils ont découvert des choses en plus du jeu et en plus de massacrer des gros noobs sur Fortnite quelque part. Donc j'avance un petit peu, mais voilà par exemple l'exemple de Star Wars qui, comme je le disais à un moment donné dans la vidéo, est clairement la licence la plus utilisée aujourd'hui en crossover, que ce soit chez Lego, que ce soit
je n'ai pas vraiment d'entreprise qui me viennent en tête, mais la plupart, à Disney aussi, par exemple, utilise beaucoup Star Wars. Euh, Quasiment toutes les entreprises qui veulent faire du crossover vont chercher du Star Wars parce que c'est intergénérationnel. Donc, j'avance un petit peu sur ce terrain-là, mais vous le voyez par exemple, quand la saison 3 revient, on remet du Star Wars au goût du jour. Maintenant pour les sets à l'effigie de Fortnite, encore une fois, moi je ne suis pas forcément critique par rapport à ça parce que je trouve qu'ils sont d'une grande qualité. Bon, pour le coup, je vous ai dit que j'étais le pigeon du marketing, mais mon entourage le sait aussi, donc à un moment donné, madame m'avait offert le lama et j'étais très content de construire mon petit lama Fortnite et de le mettre en élément de décoration ensuite. Mais pour le coup, c'était pas un set qui était si onéreux que ça. Et en fait, on reprend vraiment les grosses références de Fortnite, c'est-à-dire le lama, le bus, la banane, etc. Donc ça, je pense que vous faites ce type de cadeau à un enfant, ça va lui plaire. Donc maintenant, si la critique, c'est de dire « Oui, mais vous comprenez, nous, il y a 15 ans, on jouait pas à Lego Fortnite », oui, mais en fait, si tu jouais pas à Lego Fortnite il y a 15 ans, c'est que ça n'existait pas. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, les enfants les plus âgés, les adolescents, appelez ça comme vous voulez, jouent justement à ce type de jeu. S'ils ont envie ensuite de les retrouver en set Lego, moi j'ai envie de dire tant mieux quelque part. Ça peut aussi les sortir de l'écran. Ça peut être aussi un jeu entre les parents, justement de dire bah tiens, regarde, je t'ai offert ta licence là. Tu vas laisser 5 minutes Fortnite de côté et tu vas aller construire un set Lego justement pour avoir une autre activité. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça peut permettre à des parents justement de parler le même langage que leurs enfants sans pour autant aller toucher aux jeux vidéo directement. Donc je trouve que c'est plutôt malin et que, entre guillemets, le seul écueil à pas franchir, pour moi, ça sera toujours le prix en fait. À partir du moment où ça reste abordable, et pour le coup ça l'est, parce qu'il y a eu plusieurs types de prix différents, bah, je trouve que c'est plutôt malin. Donc j'avance un petit peu sur les photos Fortnite. Vous avez ce qui est aussi fait avec Fortnite et Lego, c'est cette forme de triangulaire qui se met en place, où vous avez donc Billie Eilish qui va donner un concert dans Fortnite, mais elle va être transformée en figurine Lego pour le côté un peu storytelling et puis pour le côté un petit peu fun ensuite. J'avance un peu sur notre ami Billie Eilish, mais moi je veux surtout venir au cas de Metallica, qui est par exemple... Bon, Metallica c'est un groupe de vieux, hein. Désolé s'il y a des personnes qui écoutent la vidéo et qui sont des grands fans de Metallica, on a sans doute le même âge ou vous êtes un peu plus âgé que moi, c'est comme AC/DC quelque part, c'est une autre génération, mais tant mieux si Metallica arrive encore à exister. Bien, Metallica justement pour essayer d'exister encore aujourd'hui, va faire un concert dans Fortnite, va être transformé ensuite en figurine Lego. Et moi, comme je dis souvent à mes élèves quand je suis en cours avec eux à ce moment-là, c'est de me dire c'est que un enfant ou un adolescent qui, par exemple, va apprécier le contenu qui lui est proposé dans Fortnite, peut-être qu'ensuite il va aller écouter Metallica et qu'il va avoir envie de suivre le groupe de cette façon grâce à ce qu'il a vu dans Fortnite. Donc je trouve que c'est plutôt malin entre guillemets de la part de Lego, de la part de Fortnite et de la part de Metallica, et pour autant ça amenuise pas le potentiel de parler auprès des nouvelles générations. Une des dernières licences qui est arrivée récemment chez Lego, et j'ai envie de dire la vraie question c'est comment ça s'est pas fait avant quelque part, eh bien c'est Pokémon. Et là, je crois que pour parler aussi aux kidultes, rien de mieux, parce que forcément Pokémon, je sais que c'est encore très actuel, mais c'était aussi ma génération. Moi, je suis de la génération où on a vu Pokémon arriver et le raz-de-marée a été total. Bon, je sais que Pikachu a reçu beaucoup de critiques, je peux l'entendre. Moi, je le trouve pas franchement dégueulasse pour le coup, mais c'est vrai que je trouve le Evoli en bas, il est absolument stylé, vraiment. Le Dracofeu est absolument magnifique. Et quand vous regardez surtout la taille du set, la taille des sets, pardon, sur la gauche, sur la photo que vous avez à l'écran, là, on est très clairement dans un élément de décoration. Et encore une fois, la seule critique qu'on peut donner, mais généralement, en fait, cette critique, elle va être établie par les gens qui n'ont pas les moyens pour s'acheter ça. Et moi, je peux le comprendre, parce que moi, je n'irais pas acheter un set à plus de 300-400 euros à l'effigie de Tortank, Dracofeu et Bulbizarre, si je ne me trompe pas. Ou Florizard, parce que c'est l'évolution niveau 3. Là, vous voyez la culture Pokémon quelque part. Moi, la seule limite, c'est le prix, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui peuvent s'acheter ça, tant mieux pour eux. Si moi, j'y ai pas accès, quelque part, tant pis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de pièces dans les sets et les prix peuvent se justifier aussi quelque part par le nombre de pièces. Pardon. Donc, j'avance un petit peu sur Pokémon, mais effectivement, la vraie question, c'est pourquoi ça n'avait pas été fait avant. Et moi, je soutiens que le Evoli en bas, je pense que c'est un carton intégral. Donc, pour finir un peu cette partie sur les licences à destination
d'équidulte, mais aussi d'un jeune public quelque part. Je vais me permettre de citer Sylvain Bouchès, qui est directeur marketing du club, excusez-moi. Je donne des cours en sport business, donc généralement j'ai des références sportives. Euh, on sait très bien qu'il y a certains adultes qui, après avoir vu des films ou des séries, après avoir été addicts à des marques de voitures ou quoi que ce soit d'autre, vont retrouver dans l'expérience de construction un rattachement à cette petite Madeleine de Proust. Cela représente aujourd'hui 30% de nos ventes. Je soutiens encore une fois que s'il y a 30% des ventes qui sont ce business-là, ça veut bien dire qu'il y a 70% des ventes qui sont autre chose. Et donc, s'il y a 70% des ventes qui sont autre chose, je pense qu'il y a quand même un fort pourcentage qui est à destination des enfants. Moi, j'aimerais avoir le pourcentage aussi de la gamme botanique, parce que je pense vraiment que c'est un énorme succès du côté de Lego. Donc, ok, il y a une forte utilisation des licences, mais comme on l'a vu avec Batman, comme on l'a vu avec Iron Man, il y a des licences qui sont aussi à destination du jeune public, avec une déclinaison surtout des prix, où vous allez avoir un set abordable, un set on va dire, entre les deux, et un set ensuite qui va être un peu plus onéreux. Maintenant, si on fait un petit peu de projection, avec une très célèbre série des années 90, donc là, pour les plus jeunes sur la vidéo, je pense que je vous ai perdu, mais je vous la conseille très vivement. Demain à la une, en fait, c'est une série où le gars que vous avez à l'écran recevait le journal du lendemain, et au lieu d'aller jouer les chiffres du loto, comme on le voit je crois que c'est dans Retour vers le futur où ça se passe comme ça, il allait sauver les gens qui avaient des difficultés dans la vie, etc. C'est une super série, vraiment, je vous la conseille très clairement. Mais nous, on va essayer justement de jouer à demain à la une et de se dire que si Lego a travaillé avec autant de licences, qu'est-ce qui pourrait être la grande prochaine licence chez Lego ? Alors moi, je viens du milieu de l'e-sport au départ, je suis un grand joueur de jeux vidéo. Donc forcément, j'ai un petit fantasme en ce moment. Ça serait un partenariat entre Riot Games, League of Legends et Lego, parce que je pense que, comme le dit notre ami Maxime Detalia, le partenariat Lego-LOL, ça serait pas la plus grande masterclass commerciale du millénaire. Alors, je pense que quand on voit la diversité de l'univers qui est proposé par League of Legends, effectivement, ça pourrait véritablement être très intéressant. Donc, je vais passer quelques photos de l'univers Lego et après je vais vous montrer en fait ce qui pourrait être produit. Donc, ici, vous avez Harry avec, de mémoire, je crois que c'est le skin de Faker qui est le GOAT absolu sur League of Legends. Mais je vous ai mis quelques photos de l'univers justement du jeu pour mettre en lumière cet aspect diversité. C'est-à-dire que vous avez plein de champions différents. Ici à l'écran, vous avez Jinx, vous avez Yasuo, vous avez Teemo, vous avez Lux, vous avez Jhin. On passe le salam à notre ami Timo, bien évidemment. Vous avez surtout le baron Nashor en bas à droite. Vous avez des monstres en fait qui sont des objectifs neutres, comme on appelle dans le jeu, qui apportent un univers différent. Qui là, justement, quand Lego veut faire des très gros sets avec plein de pièces qui peuvent se vendre, moi je pense que s'il nous faut un baron Nashor ou des Drake à plus de 1000 pièces et qui vendent ça à un certain prix, connaissant le nombre d'aficionados sur la scène League of Legends et encore plus en Asie, bien évidemment, vu le volume de fans asiatiques de League of Legends, je pense que Lego ferait un énorme carton. Et j'aurais tendance à dire que là, on est en 2026. Allez, je pense que d'ici 5 ans, la messe est jouée. Peut-être que je me trompe, mais j'ai cette vision, on va dire, quelque part. J'ai ouvert mon journal demain à la une et je l'ai vu et j'y crois intimement en tout cas. J'avance un petit peu les photos, mais effectivement, vous voyez que l'univers est assez varié. Vous avez ici les Drake, on a vu les personnages avant. On pourrait très bien aussi avoir des constructions de monuments, par exemple, avec des personnages au-dessus, etc. À voir ce qui pourrait être fait. J'essaye à chaque fois de me projeter un petit peu en avance pour essayer de prédire un peu l'avenir. Je trouve que c'est un exercice qui est assez important à faire dans le monde actuel. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas. En tout cas, je l'espère. Maintenant, moi, de mon côté, comme je le fais souvent, je vais voir mon pote ChatGPT, je lui pose des questions. Et je lui dis, parce que des fois, les gens, moi, quand je leur pose des questions, ils veulent plus me répondre. Parce que quand je leur demande, est-ce que tu penses que Lego va signer avec League of Legends ? Bon, je crois que j'ai perdu mon entourage à ce moment-là. Mais par contre, ChatGPT, quand je lui demande de transformer des références League of Legends en Lego, je trouve que c'est plutôt viable, on va dire. Donc, c'est pas forcément celles que vous voyez à l'écran immédiatement qui sont les plus viables. Mais effectivement, vous avez Nautilus ici à l'écran, vous avez Ash, vous avez Miss Fortune sur la gauche. Alors, je lui avais demandé de faire Kog'Maw pour les connaisseurs. Il m'a fait Kog'Maw en violet. Bon, j'étais un petit peu déçu. Mais effectivement, je trouve que c'est un univers qui pourrait être utilisé très clairement par Lego et qui, je pense, serait un très gros carton, très clairement. Maintenant, si on revient à cette fameuse Game IDs, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul à fantasmer sur cette idée.
c'est que justement vous avez des propositions de fans, on va dire, de League of Legends, et que peut-être un jour un set sera édité à partir de cette idée-là. Mais à partir du moment où il y a une licence derrière, je pense qu'effectivement, automatiquement, il va faire une liaison entre Riot Games et League of Legends. Et j'espère que ça arrivera. Je passe un petit peu les photos pour qu'on fasse la petite transition vers la suite de l'intervention. Vous l'avez aussi sur Rocket League. Où pour moi, ça aurait complètement du sens de faire ça. Et encore une fois, la seule limite, ça serait le prix. Et qu'en fait, il y ait plusieurs gammes différentes et qu'il n'y ait pas juste une gamme à plus de 100 ou plus 300 euros. Qu'il y en ait une en fait d'entrée de gamme entre 20 et 40, 20 et 50 euros peut-être, une entre les deux, entre 80 et 120 euros on va dire, et une un peu plus onéreuse pour les gens qui ont les moyens de pouvoir se régaler à ce niveau-là, on va dire. Maintenant, si on regarde le principal concurrent justement de Lego, c'est Playmobil. L'une des grandes forces quelque part de Playmobil, j'ai envie de dire, c'est en avant les histoires. C'est comme un des slogans qui a le plus marqué son époque quelque part et qui revient le plus en tête. Je pense que quand on dit à quelqu'un en avant les histoires, c'est automatique. On pense à Playmobil. Et ça, en termes de marketing, par contre, c'est quand même assez fort. Par contre, quand je vous conseille une fois, je vous le rappelle encore une fois, pardon, vous avez les articles disponibles. Donc pourquoi Playmobil galère alors que Lego cartonne? En fait, c'est très simple. Moi, il y a deux aspects que je pense à mettre en avant. C'est l'utilisation des licences. Donc effectivement, Playmobil a travaillé avec des licences, mais peut-être un peu trop tard. Et je pense que surtout sur le choix des licences, je pense qu'ils se sont un petit peu trompés. Le deuxième aspect, et je pense qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer, c'est que Playmobil, c'est pas un jeu de construction. Et que quelque part, ce qui fait que Lego se vend beaucoup aussi aujourd'hui, c'est cet aspect de construction. Je sais que, je connais des psychologues qui travaillent justement avec les Lego pour détendre les enfants, par exemple en les incitant à construire. Et ça marche aussi avec un public plus âgé, entre guillemets, qui va chercher à avoir une activité où on va dire que sa concentration est focalisée sur un aspect de construction pour pouvoir se détendre quelque part. Moi, ça me fait penser à une anecdote que je peux vous raconter où j'avais un colocataire à un moment donné. Il était venu me voir, il m'avait dit: est-ce que je peux démonter et remonter ton PC, ça me déstresserait. Bon, là, je l'ai regardé un petit peu bizarrement, le gars, quelque part. Mais bon, vu qu'il était doué en informatique, je lui ai dit: fais-toi plaisir si ça peut te déstresser. Tant qu'il marche au moment où je le rallume, moi, ça me va quelque part. Donc, effectivement, Playmobil va travailler avec des licences. Vous voyez ici, vous avez du Astérix. Euh, Moi, je trouve encore une fois, mais comme je vous le dis, moi, je suis le pigeon du marketing, je trouve les sets plutôt stylés. Mais je ne pense pas qu'Astérix soit une référence qui parle vraiment au jeune public aujourd'hui. On reviendra après sur les licences qui ont été utilisées par Playmobil. Par contre, ce qui est très bien fait par Playmobil, c'est ce côté historique où on va surfer donc sur les grandes batailles, sur des moments d'histoire, qui fait qu'aujourd'hui, on parle très clairement aussi à des collectionneurs qui veulent mettre en avant des grandes batailles. Ça, je trouve que c'est vraiment très très stylé. Je vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube sur le sujet ou du contenu. Où ça, vraiment, moi, je trouve que c'est admirable de mettre en avant des parts d'histoire grâce à des jouets. De la même façon que je vous le disais tout à l'heure avec Lego, c'est très intéressant, je trouve, d'offrir des jeux ou des jouets dans cette notion d'héritage culturel. Je vous ai mis quelques photos sur ce terrain-là, mais effectivement, aujourd'hui, Playmobil parle beaucoup plus aux collectionneurs qui vont commander 5000 pièces pour reproduire, je sais pas, la bataille d'Austerlitz, j'en passe, et des meilleurs. Et je trouve que c'est très intéressant et c'est très nécessaire, mais ça permettra jamais à Playmobil, entre guillemets, d'être dans les entreprises leaders de son secteur, malheureusement. Vous avez beaucoup d'événements qui sont mis en place donc, sur ce terrain-là, Playmobil aux Invalides, sur les pas de Napoléon, exposition Playmobil, les plantes et Napoléon. Je trouve que c'est vraiment merveilleux d'avoir ces initiatives-là, parce que ça apporte un côté historique avec l'utilisation de jouets, donc un aspect ludique en plus. Et moi je reste prof, donc j'ai toujours cette notion de vouloir transmettre au maximum d'histoire, de culture, etc. etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment des opérations qui sont très admirables et qu'on va moins retrouver avec Lego. Où Lego, il y a ce type d'opération, mais beaucoup moins sur le thème historique, plutôt. On reviendra après dessus. Donc l'utilisation, effectivement, des licences existe chez Playmobil. Vous avez eu Naruto, vous avez, juste après, on va le voir, encore une fois, le côté sur les pirates. Donc le bateau pirate, ça par contre, c'est un des sets les plus légendaires de l'histoire de Playmobil, avec le château fort, évidemment, pour les plus anciens. Moi, je peux vous assurer, quand j'ai eu le château fort Playmobil en cadeau à Noël, j'étais comme un fou, hein, très clairement. Mais là où je veux en venir, c'est que, comme on va le voir juste après pour les licences,
à partir du moment où, par exemple, Dragon existe chez Lego avec une forme d'esthétisme un peu plus prononcée, quand vous avez le choix entre le Playmobil Dragon ou le Playmobil Lego, honnêtement, je pense que le choix, il est très rapidement fait. Et là où, pour moi, c'est encore plus parlant, c'est par exemple sur Ghostbuster, où on va le voir juste après. Vous avez ici le Ghostbuster pardon, disponible chez Playmobil. Mais effectivement, ça va vraiment être à destination des enfants. Parce qu'il n'y a pas cette forme de construction. Par contre, si vous êtes un adulte, et on est sur Scooby-Doo, mais on va arriver sur ce que je veux vous montrer, ici à l'écran, vous avez donc la voiture pardon, de Retour vers le futur. Et quand vous le regardez, quand vous allez la voir ensuite chez Lego, vous verrez tout de suite la différence. Maintenant, vous voyez surtout à l'écran que l'exploitation des licences chez Playmobil, c'est marginal. Il n'y en a pas beaucoup au final. Et c'est ce qui, à mon sens, fait qu'aujourd'hui, une Playmobil ne peut pas véritablement rayonner, parce que quand tu travailles avec une licence, la puissance de communication qui vient s'adosser à ton produit est exceptionnelle, et c'est ce qui manque forcément à Playmobil pour avoir une forme de résonance globale. Après, il y a beaucoup de problèmes en interne dans l'entreprise, etc., sur des aspects managériels, mais ça, on ne va pas forcément y revenir, c'est pas sans doute l'aspect le plus intéressant. J'accentue donc sur ce côté retour vers le futur, où vous avez donc cette voiture-là, et vous l'avez ici en Lego. Bon, là, on est très clair. Ça, c'est pour le business de la nostalgie, ou ça, c'est sûr que c'est un carton, quoi. Vu la puissance de la licence et l'esthétisme, justement, du set proposé, on voit qu'il y a une forme de compréhension de comment s'adapter à l'ère du temps, beaucoup plus prononcée chez Lego. Maintenant, il y a tout ce qui est produit autour des sets, autour des jouets, mais il y a surtout un positionnement qui est global et beaucoup plus complet que la simple production de jeux, justement. Un des business les plus importants aujourd'hui, c'est le business du divertissement et des parcs à thème. On l'a bien vu récemment avec la visite d'Emmanuel Macron, notamment à l'ouverture de la nouvelle attraction chez Disney à Paris, qui est la Reine des Neiges. On le voit avec l'évolution d'à peu près tous les parcs à thème dans le monde. On le voit avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite sur ce terrain-là, l'ouverture d'un Disney à Abu Dhabi, les Six Roads, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des grands roller coasters qui sont aussi développés en Arabie Saoudite en ce moment. Bref, le parc à thème, c'est un énorme business. En dernière information, je pense notamment à l'ouverture prochaine, c'est en 2031, on a un énorme parc Universal qui va ouvrir à Londres, qui a un business florissant. Et ça, Lego, ils l'ont compris depuis un moment, où effectivement, on va créer des parcs à thème sur le thème de Lego, pour développer son image de marque, pour avoir une diversification des sources de revenus, et surtout pour augmenter son image de marque à l'échelle internationale. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous en avez en Allemagne, vous en avez en Asie, vous en avez aux États-Unis, etc., etc. Donc ça, c'est très malin, et ça permet à Lego d'avoir un positionnement qui est global. Parce qu'à ce jour, dans le business des jouets, et quelqu'un pourra le mentionner en commentaire si je me trompe, je vous le conseille, comme je dis souvent à mes élèves, quand je dis une connerie, vous m'arrêtez et vous me reprenez, et on débat ensemble et on voit qui a tort. Et ça m'arrive d'avoir tort, bien évidemment. Mais là, de mémoire, je ne vois pas beaucoup de concurrents de Lego qui, en fait, ont des parcs à thème. Donc, je trouve que le positionnement est très malin, très intéressant. Et comme on va le voir après, ne se limite pas uniquement, uniquement à l'ouverture des parcs à thème. Pardon. Donc, j'avance un petit peu les photos, mais je pense que vous avez compris, des parcs à thème avec des attractions Lego. Vous pouvez mettre pause, je vous rappelle si vous le désirez. Vous avez le descriptif justement du parc en haut à droite. J'avance un petit peu sur les photos. Vous avez les lieux, surtout, encore une fois, si vous voulez mettre pause, vous pouvez le faire maintenant. Où vous voyez, il y a beaucoup de parcs Lego. Et généralement, c'est un des aspects les moins connus par les élèves que j'ai en cours. Moi, je ne vais pas vous mentir, avant de me pencher sur la stratégie complète du groupe, j'étais pas forcément au courant de la... Je savais qu'il y avait des parcs Lego, mais qu'il y en avait autant, honnêtement, je n'étais pas préparé à ça. Et je trouve que c'est très bien, parce que ça apporte un côté, nécessaire en plus, parce que, encore une fois, pour moi, la construction permet de développer la créativité et de pouvoir emmener mes enfants dans un lieu où il va y avoir des activités avec de la construction, et à la fois des jeux fun, parce qu'il y a des parcs un peu nautiques, etc. Je trouve que c'est très intéressant. Donc j'avance un petit peu sur les photos, mais on va voir qu'effectivement, il y a un focus qui est bien fait sur le milieu des États-Unis et pas uniquement sur le thème des parcs. Donc j'avance un petit peu les photos. Vous l'avez effectivement sur le choix aussi des emplacements. Je pense que ce qui permet aussi à Lego de rayonner, c'est quand même d'avoir
d'avoir un parc Lego dans un Disneyland, il faut imaginer l'exposition que ça permet d'obtenir, parce que bon, Disney c'est carrément... enfin, j'ai pas le taux de fréquentation à l'année de Disney, mais c'est complètement démentiel. Le Disney à Paris, je crois que c'est dans le top 15 des parcs les plus visités au monde. Dans le top 20 sûr, dans le top 15 à vérifier. C'est là le moment où il y a un élève qui me dit non, il est 14e monsieur, vous vous trompez. Bref. Mais voilà, ça permet d'avoir une énorme exposition. Et moi, je me souviens justement quand on dit que Lego aujourd'hui ne parle plus aux enfants, je la mettrai en commentaire parce que c'est une vidéo qui est intéressante où justement il y a une famille qui est avec leur petit dans ce magasin-là. Et on voit que les enfants, ils vivent un Noël à chaque découverte, on va dire. Donc j'avance un petit peu les photos pour qu'on puisse faire la transition vers la dernière partie de la stratégie du groupe. Vous avez également on va appeler ça ces créations de contenu, ce positionnement vers le monde de l'audiovisuel avec la série, donc Lego Masters. Très sympa aussi, moi j'ai adoré regarder ça. Bon, effectivement, j'ai plus vraiment le temps aujourd'hui de pouvoir regarder ce type de contenu. Je vous le dis aussi, normalement j'ai pas vraiment le temps de mettre mes cours en ligne et de les passer en vidéo là, mais j'avais vraiment envie de le faire vu le thème et pour rebondir sur ce fameux tweet un peu taquin, on va dire, sur la stratégie du groupe. Mais ça, moi j'ai adoré regarder ça à cette époque, toujours une fois dans ce côté créativité où en fait là on sort de sets qui sont vendus, c'est entre guillemets c'est les participants qui doivent innover, et je trouve que ça démontre aussi une forme de créativité qui est très intéressante. Et on verra en toute fin d'intervention que c'est un des aspects les plus mis en avant justement par Lego. J'avance un petit peu les photos pour qu'on rejoigne surtout le monde du sport. Vous avez également, Lego annonce un tournoi sur les Champs-Élysées avec McFly, Carlito et MXM. Effectivement, ça, vous ne le verrez jamais organisé par Playmobil. Et moi, je pense que ça permet effectivement à Lego d'avoir une caisse de résonance supplémentaire, de se positionner avec des influenceurs connus. Et c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on s'adapte à l'ère du temps. C'est en sachant parler à toutes les générations et surtout en utilisant tous les canaux de diffusion disponibles. Voici la dernière partie, on va dire, avec l'utilisation, mais plutôt cette liaison avec le monde du sport qui est très intelligente. Alors, très intelligente, je n'utiliserai pas avec ce que vous voyez à l'écran, mais effectivement, vous avez eu un partenariat entre Nike et Lego, et surtout, en fait, Lego a très bien compris qu'aujourd'hui, le sport, le business du sport est quelque chose d'extrêmement important à exploiter, et à la fois pour parler au public de consommateurs de sport, mais aussi pour parler à un public un peu plus jeune. Donc vous avez des sets en partenariat avec Nike, donc des chaussures, l'utilisation de l'univers du basket. Moi ça je trouve très sympa, je trouve que c'est très sympa, je trouve que c'est esthétique aussi, donc j'ai peut-être des goûts discutables, je peux l'entendre, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il y a un aspect nostalgie, il y a un aspect marketing aussi, on ne va pas se mentir. Ça permet à Lego d'être exposé aux côtés de Nike. Ça permet surtout à Lego d'être vendu sur le site de Nike, parce que je vous conseille d'aller sur la boutique de Nike et vous verrez qu'on vend désormais des chaussures à l'effigie de Lego. Et dans une quête de diversification des revenus, dans un univers capitaliste, je pense que c'est difficilement critiquable et c'est plutôt à mettre en avant comme stratégie employée. Donc j'avance un petit peu sur les photos en rapport avec la stratégie à destination du monde du sport. Une des dernières en date, donc les fameuses Air Max, mais surtout voilà, vous avez une production de ce qu'on va appeler des hoodies, des vêtements, des chaussures, des t-shirts, et là c'est pareil. Est-ce que c'est à destination de kidultes ou d'enfants ? Je vous laisse vérifier à l'écran de vous-même. Moi je crois que c'est plutôt à destination des enfants. Alors est-ce que vous avez envie d'offrir ça à votre fille ou à votre fils ? Je ne sais pas. Est-ce que lui aura envie de porter ça ? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça existe. Et dans tous les cas, Lego a bien compris que le monde du sport est extrêmement important à exploiter parce que ça permet d'avoir une grosse caisse de résonance. Coupe du Monde 2026 de football, quoi de mieux justement que de produire un set à l'effigie de la coupe ? Est-ce que c'est vraiment esthétique ? Le débat est ouvert. Vous avez un set sur le ballon, mais surtout, vous avez tout ce qui va être fait autour des États-Unis. Parce que les États-Unis, au-delà d'être un gros peuple de consommateurs de divertissement, c'est un gros peuple de consommateurs de sport. Donc effectivement, au moment où il y a eu la grosse publicité avec tous les grands joueurs de foot connus, on va y revenir juste après, ce qui est un peu plus passé aux oubliettes, c'est tout ce qui a été produit sur le thème du football, et plus particulièrement du football aux États-Unis.
Je vous invite à aller voir sur le site, mais vous avez une grosse gamme qui est en train d'être produite sur le football aux États-Unis. Pourquoi ça? Parce que la MLS progresse, parce que l'intérêt du public américain pour le sport est extrêmement prononcé et commence à grossir au niveau du football. Donc on essaye aussi de répondre quelque part à une certaine demande. Effectivement, vous avez eu cette publicité qui a dû coûter un petit billet, comme on dit dans le milieu. Mais là, je vais passer un petit peu. Moi, honnêtement, je suis un petit peu déçu. Sur l'aspect marketing est très fort. Bravo à eux, ça a fait le buzz, etc., etc. Mais là, pour le coup, vous m'avez entendu mettre en avant la qualité des sets, etc. Honnêtement, il n'y a aucun set qui me plaît vraiment. Je les trouve vraiment très simples, très, je ne sais pas trop comment dire, mais très géométriques quelque part. Et je suis un peu déçu par ce qui a été produit sur ce terrain-là, et j'espère qu'on fera un petit peu mieux que ça à l'avenir dans le monde du football, parce que je trouve vraiment que c'est pas très esthétique entre guillemets. Pour finir progressivement, l'utilisation du business de la nostalgie, on va faire des consoles Game Boy, je trouve que c'est plutôt marrant. Bon, après, est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller acheter la véritable Game Boy et de l'afficher? Je peux très clairement l'entendre. Dans le côté diversification des revenus, on va produire des tapis et en fait on va produire quelque chose qui te permet de vendre autre chose que des jouets. Et ça, encore une fois, est-ce que c'est critiquable ou pas? Moi, je ne crois pas que ça soit critiquable. Je trouve que c'est plutôt malin de la part de l'entreprise de chercher à comment diversifier ses revenus justement. Donc vous allez avoir des vêtements, comme on l'a vu avec Nike, des tapis, des gourdes, des casquettes, des sacs, etc., etc., des suites. Moi, pour le coup, ça me fait marrer et je pourrais offrir ça à mon gamin sans aucun souci. Est-ce qu'après, il serait larisé à l'école primaire? Peut-être. Ça restera à vérifier, on va dire. Vous avez eu les Crocs, effectivement. Alors ça peut faire rire, mais toutes les entreprises et toutes les marques ont travaillé avec les Crocs. Vous avez eu Xbox, vous avez à peu près tout. Vous avez eu Toy Story, vous avez les licences du cinéma, etc., etc. Donc j'avance un petit peu pour finir progressivement cette intervention, mais je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, Lego parle à toutes les générations, parle à un nouvel univers avec le monde du sport via la Formule 1 et via le monde du football, et cherche à proposer de plus en plus de produits dérivés. Donc j'avance un petit peu, et comme ça vous aurez un aperçu un petit peu complet sur ce qui est proposé. Vous avez les stylos où vous pouvez accrocher des Lego dessus et frimer en classe avec votre Lego Batman sur votre stylo rouge. Je ne sais pas vraiment si ça fonctionne, mais en tout cas je sais que ça existe. Les porte-clés, je trouve que c'est plutôt malin. Maintenant, le problème là pour le coup, ça va être le prix, parce que 15 € le porte-clés lumineux à l'effigie de gros goût, moi je trouve que ça fait un petit peu cher pour un petit porte-clés, on va dire. J'avance un petit peu les photos. Vous avez effectivement la grande utilisation de la gamme Ninjago. Donc là, on est totalement à destination des enfants. On va aussi avoir une exposition vers Netflix. On va le voir juste après. Une des dernières licences utilisées, Le Seigneur des Anneaux. Et là, c'est toujours dans une diversification plus des produits, où en fait, ça existait déjà dans une autre grande marque qui est connue, mais malheureusement, j'ai oublié le nom, qui en fait sert à garnir les bibliothèques et à faire des presse-livres, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est plutôt malin de se positionner encore une fois sur ce terrain-là. Mais si tu le fais sans travailler avec une licence, tu passes aux oubliettes. Tu es invisible dans ce business-là. Par contre, si tu le fais avec Le Seigneur des Anneaux, avec Sherlock Holmes, tu obtiens une caisse de résonance supplémentaire qui fait que ça peut fonctionner. Donc, je trouve que c'est plutôt malin. J'avance les photos progressivement sur ça. Sur ce côté, Time et Lego célèbrent 10 jeunes filles qui changent le monde. Effectivement, on essaye de parler à tout le monde, donc on essaye de parler aux deux sexes, comme on essaye de parler à toutes les générations, entre guillemets. Sur le business de la créativité ou sur le terrain de la créativité, vous avez ce qui a été fait avec Pharrell Williams également, où là, on a poussé très très loin la créativité avec un film produit uniquement en Lego. Et je trouve que c'est très malin. Vous avez eu un set aussi qui met en avant la créativité avancée donc de Pharrell. Plutôt malin, entre guillemets. Mais là où je veux en venir, c'est aussi la nécessité aujourd'hui pour une entreprise d'être présente sur Netflix. On le voit avec les clubs de sport, principalement, qui produisent de plus en plus de documentaires. Mais vous l'avez également avec les dessins animés, les séries qui mettent en avant donc, les Lego. Et effectivement, c'est plutôt malin parce que quelqu'un qui regarde ça aura peut-être envie ensuite d'aller acheter un set. Donc, j'avance un petit peu les photos, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et ça, attention, c'est des très très gros succès sur Netflix. Il suffit de regarder les rankings des séries et de le faire de façon quotidienne pour voir qu'il y a
effectivement énormément de contenu disponible et que ça fonctionne très très bien. Vous en avez sur Netflix, mais vous en avez également sur Prime Video. Je vous parlais à un moment donné de l'utilisation de certains psychologues ou d'intervenants en milieu hospitalier, on va dire, avec les Lego. Je vous conseille de jeter un coup d'œil sur ce que fait Frédéric Davy, notamment sur le sujet. Pour le coup, moi, j'ai eu des grands-parents qui ont eu Alzheimer. On a essayé tout ce qu'on pouvait pour ralentir la maladie. J'ai eu un grand-père qui s'est battu avec le Sudoku notamment. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé au Lego. Et effectivement, c'est une stimulation cognitive qui peut être très intéressante, comme peuvent l'être certains jeux vidéo, etc. Donc, il y a aussi un côté noble à travers la construction qui est très très mis en avant par Lego. On l'a vu tout à l'heure avec les Playmobil, ce côté exposition très basé sur le côté historique. Chez Lego, ça va être moins présent sur le côté historique, mais par contre, on peut produire véritablement des expositions d'une grande qualité parce que la créativité des aficionados de Lego est à souligner, on va dire. Donc j'avance un petit peu les photos sur ça. Vous avez également les challenges et les compétitions, et ça, je trouve que c'est très marrant. Donc, effectivement, comme vous l'aurez compris à travers cette vidéo, en tout cas je l'espère, une grosse utilisation des licences, une diversification des gammes qui finalement permet à Lego de ne plus avoir un seul cœur de cible, et j'aurais tendance à dire de ne plus avoir de cœur de cible, mais de parler à absolument toutes les générations aujourd'hui. Le dernier petit aparté, entre guillemets, j'avais trouvé ce tweet très sympathique et très lucide. Pourquoi faire une peluche du loup mal aimé Intermarché quand on peut faire un set Lego? Et ça, je pense que ça aurait été un carton à Noël, mais il aurait fallu être beaucoup plus réactif qu'Intermarché pour le coup. Ça, je le dis à mes étudiants. Alors, il paraît qu'Intermarché a prévu de faire quelque chose l'année d'après. Ils sont plus dans le goût du jour, les choses vont beaucoup trop vite. Il fallait être réactif bien avant. Donc, pour finir cette intervention, comme je vous le disais, aujourd'hui, Lego, effectivement, vous pouvez trouver du Zelda, du Winnie l'ourson, du Evoli Pokémon, des fleurs et une voiture de retour vers le futur qui fait que quelque part l'entreprise effectivement arrive à parler à absolument tout le monde. Je vais me permettre de citer Niels Lind enfin. Leur approche est intellectuelle, ils ne se voient pas comme des marchands de jouets mais comme des gens à la tête d'une entreprise qui a une mission, promouvoir l'apprentissage par le jeu afin de stimuler la créativité, la coopération et la résolution de problèmes et in fine améliorer le monde des enfants et celui des adultes. Je vous conseille très vivement cet article disponible sur l'Express quand Lego a failli disparaître, l'histoire méconnue d'une incroyable résurrection. Et j'espère en tout cas que vous avez appris des choses et que j'ai été une sorte de messager crédible de la stratégie du groupe. Et je vous remercie d'être venu sur cette vidéo.